Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. J'ai eu le grand plaisir en décembre dernier d'être invité à un événement organisé par le projet Méduse. Le projet Méduse, c'est un mouvement qui défend les intérêts de tous les êtres sentients, c'est-à-dire des êtres qui peuvent ressentir des choses en première personne, des plaisirs ou des souffrances. Une grande partie de leur action vise à informer sur cette notion encore trop peu connue de sentience, et sur les raisons éthiques qui justifient qu'on prenne en compte les intérêts de tous les êtres qui ont cette capacité de sentience. C'est une chose dont on a parlé dans le podcast, notamment dans le premier épisode, avec la philosophe Valérie Giroux. Mais pour le moment, on a encore assez peu parlé de ce qu'est la sentience en fait. Et ça tombe bien, l'événement organisé par le projet Méduse, auquel j'étais invité, était une table ronde autour des questions de la sentience et du sentientisme. Enregistré en live sur le réseau social Twitter, c'est ce qu'on appelle un space pour celles qui connaissent. Après le live, en discutant avec les organisatrices et les autres participantes, on s'est dit que ce serait intéressant que ce live soit diffusé aussi sur Comme un poisson dans l'eau, pour qu'encore plus de personnes aient accès à des contenus sur la sentience. Alors j'en ai fait une version courte, en me contraignant à couper plein de passages qui étaient pourtant super intéressants, et je vous encourage vivement à aller écouter la version intégrale, disponible sur la chaîne YouTube du projet Méduse. Lien dans la description bien sûr. Du coup, si ça vous paraît un tout petit peu haché, c'est normal, c'est que j'ai dû couper pas mal des prises de parole, et en particulier l'animation et la distribution de la parole, qui étaient super bien assurées par JMDO et par Rimuru. Encore merci à LE. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence à ce space concernant l'importance de la sentience. À l'animation de ce soir, moi-même, en animation principale, donc JM, et en animation secondaire, je serai épaulé par Rimuru. Ce space est une initiative donc, qui est créée par le projet Méduse dans le cadre de la quinzaine de la sentience, qui sont donc 15 jours autour du concept de la sentience, de ses implications éthiques. Je vous laisse la parole et vous présenter tout simplement. Alors j'imagine que c'est par ordre alphabétique. Bien évidemment. Ok, donc je vais démarrer. Donc je suis Florence Dellery. De métier, je suis illustratrice scientifique spécialisée dans les illustrations naturalistes, donc notamment zoologie, entomologie, ornitho, mycologie, etc. Et ma deuxième passion, c'est de vulgariser des sujets liés à l'éthique et à la pensée critique aussi. Donc j'essaye de contribuer à une diffusion d'informations rigoureuses, de préférence fiables, sourcées, et de les rendre accessibles au plus grand nombre sur des questions qui touchent l'éthique, beaucoup l'éthique animale notamment. Mon travail se décline sous plusieurs formes. Je réalise des fiches synthétiques, des articles, des visuels, graphiques et infographies. Et puis, de temps en temps, je fais des conférences aussi. Le tout est regroupé sur mon site Questions Animalistes. Je suis aussi éditrice à l'Amorce, qui est une revue en ligne contre le spécisme que je vous invite à découvrir, et bénévole au projet Méduse. Voilà. Merci beaucoup Florence. Lila, est-ce que tu souhaites te présenter ? Yes, du coup, moi c'est Lila, je suis militante antispéciste et sentientiste. J'ai pas de formation spécifique dans la sentience ou les domaines qui gravitent autour. Moi je suis étudiante en architecture, donc rien à voir a priori. Par contre, c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel je me suis quand même renseignée. Donc voilà, après je crée du contenu, notamment sur Instagram et Facebook et depuis peu sur Twitter et Mastodon, sur le compte donc Réfuté, où j'aborde des questions d'esprit critique et de lutte sociale, et notamment antispécisme et féminisme, voilà, sous la forme de petits posts. Je pense que voilà. Merci Lila pour cette présentation. Orlando, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Salut tout le monde. Du coup, moi, c'est Orlando. Je suis avec le compte de Réplique Éthique ici, que c'est moi qui alimente au quotidien. Donc, je suis créateur de Réplique Éthique, qui est un collectif de création de contenu qui traite des sujets du sentientisme et donc, par extension, des luttes sociales de manière générale, avec un axe esprit critique, j'ai envie de dire, même si le mot est,
l'expression en tout cas peut amener des choses qui font pas toujours forcément sourire. Et du coup, on propose notamment avec Réplicatique sur notre chaîne YouTube une série qui s'appelle Votre éthique en 2 minutes avec 50 épisodes pour l'instant qui répondent un petit peu aux différents arguments qu'on peut entendre pour justifier des oppressions. Et notamment, on a beaucoup le spécisme quand même. Voilà. Et puis, on croise les doigts pour que la saison 2 arrive en début d'année prochaine. J'ai fini. Ah ouais, non, si, bien sûr. À côté de ça, je suis bénévole au projet Méduse également. Merci beaucoup, Orlando. Victor, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, c'est Victor Durand-Lepeuch. J'anime le podcast Comme un poisson dans l'eau, qui est un podcast contre le spécisme. Et il y a un épisode à peu près toutes les 2 semaines en ce moment. On en est à la 2e saison. Et sinon, je participe aussi à l'organisation d'événements autour de la pensée antispéciste. Le plus récent, c'était la semaine de la pensée antispéciste qui a eu lieu à Rennes il y a, 2 semaines peut-être, et que j'ai participé à organiser. Et sinon, j'ai une formation en philosophie. J'ai fait un master de philo avec un mémoire sur la sentience des poissons. Donc là, c'est beaucoup plus relié aux questions qu'on va traiter aujourd'hui. Et en fait, ce mémoire a été adapté en une conférence que j'ai donnée cet été aux Estivales de la question animale et qui s'appelle « Comment déterminer scientifiquement qui est sentient ?» Voilà pour la présentation. Super, merci beaucoup. Johan? Ouais, salut tout le monde. Du coup, moi, Johan, donc, c'est un peu plus connu sous le nom Mangayo sur les réseaux. Donc, j'ai une chaîne YouTube où je parle de philo morale, psychologie sociale, méthodologie scientifique, esprit critique, etc. Niveau formation, alors je suis psychologue, donc j'ai une formation plutôt psychologie sociale. De fait, je m'intéresse pas mal à la psychologie du spécisme. On va dire, c'est la bonne croisée entre la psycho et les questions militantes. Et voilà, je m'en tiens là. Merci beaucoup. De façon assez logique, on a commencé par définir ce qu'est la sentience. La définition la plus basique, on va dire, c'est la capacité à ressentir subjectivement pour un individu des expériences négatives ou positives. Donc des expériences qui soient de l'ordre de la souffrance, de la douleur ou du plaisir, de la joie, etc. C'est généralement défini comme le fait de faire l'expérience phénoménale des expériences de vie. Un être sentient vit sa vie à la première personne. Et donc, ce qui lui arrive lui importe. Est-ce que ce serait possible d'expliciter ce que signifie expérience phénoménale? Ouais, en fait, c'est une distinction qu'on fait en philosophie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la sentience, c'est la conscience. C'est un aspect de la conscience. Des fois, on les distingue, mais en fait, c'est pas 2 choses différentes. C'est plutôt que la sentience est un des aspects de la conscience. Et en fait, il y a plutôt 2 aspects de la conscience. Il y en a un qui est juste purement est-ce qu'on reçoit les informations de notre environnement ou de notre corps en interne et est-ce qu'on peut y réagir? Est-ce qu'il se passe des choses dans notre cerveau pour s'adapter par rapport à ça, peut-être pour modifier notre comportement? Donc ça, c'est juste l'aspect informationnel et on parle plutôt de conscience d'accès. Et il y a un autre aspect de la conscience qui est du coup la sentience. On parle aussi de conscience phénoménale et là, c'est vraiment le caractère vécu des choses. Le fait que ça nous fait quelque chose d'être dans cet état mental, en plus des informations qui sont transmises dans notre cerveau. Donc par exemple, si on l'applique à la question de la douleur, de la conscience d'accès, donc juste le côté informationnel, on va parler de nociception. Donc si on nous pique, il y a des informations qui vont remonter des récepteurs à la douleur en passant par les nerfs, en arrivant au système nerveux central qui redistribue dans le cerveau l'information. Mais ça peut arriver et qu'on n'ait pas l'expérience vécue qui est associée. Et ça, c'est la douleur. C'est le fait de vraiment... C'est le « aïe, ça fait mal » en fait. Et le fait que ça nous fait quelque chose d'être dans cet état nociceptif, et ça, c'est la douleur. Voilà, c'est vraiment une distinction qu'on retrouve dans toute la littérature et qui est super intéressante et importante pour distinguer la sentience d'autres états mentaux qui, eux, seraient pas conscients au sens phénoménal. Il y a souvent l'exemple de mettre sa main sur un support brûlant, par exemple. Et effectivement, la nociception va permettre de préserver l'organisme d'une détérioration. Donc, c'est un mécanisme qui va permettre de préserver l'intégrité corporelle. Et c'est cette nociception qui va pousser à retirer la main de cette source de chaleur qui est trop forte. Mais à ce stade-là, on n'a pas encore la perception de la douleur, en fait. Donc, c'est des mécanismes qui sont, effectivement, comme vient de le dire Victor, qui n'impliquent pas de
ressenti, subjectif. On ne se dit pas à ce stade-là, ah j'ai mal. Mais malgré tout, il se passe quand même quelque chose. Voilà. Je pense que pour que ce soit clair, si on dit ce que c'est la sentience, ça peut être intéressant de dire ce que ça n'est pas. Et du coup, donc souvent on fait la distinction avec la sensibilité, dire que la réaction à un stimuli ne dit pas la sentience. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, on prend souvent l'exemple de la plante ou d'un téléphone qui réagissent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ressentent. La distinction, elle est importante parce que les deux termes signifient pas du tout la même chose. Et malheureusement, encore en français, on a beaucoup de textes qui évoquent sentient en anglais et qui sont traduits donc en français par sensible. Et donc, ça entretient cette confusion entre les individus sensibles, comme peuvent l'être par exemple les végétaux, et les individus sentients, comme peuvent l'être par exemple les cochons, quoi. On a encore beaucoup d'organisations qui parlent des autres animaux en tant qu'êtres sensibles, et pas encore en tant qu'êtres sentients, et pourtant la sensibilité et la sentience, c'est pas la même chose. Pour le rendre un peu intuitif, nous les humaines, on peut être sensible aux phéromones. C'est-à-dire qu'on perçoit ça, mais on n'a pas de perception consciente au sens phénoménal, genre ça ne nous fait rien consciemment de les percevoir. Ça peut même modifier notre comportement, mais inconsciemment en fait. Et là, on se rend compte qu'il y a des informations qui transitent, qui nous arrivent au cerveau, qui enchaînent tout un tas d'états mentaux, qui créent tout un truc en cascade de mécanismes dans notre cerveau, mais qui ne passent pas par ce truc particulier qui est une des fonctions du cerveau, qui est de le rendre sentient. Voilà, ça c'est un exemple d'élément qui, chez nous les humains, ne devient jamais, a priori, conscient phénoménalement. Donc en fait, on n'est pas sentient des phéromones. Voilà. En fait, la sentience, c'est pas un concept idéologique ou quoi, c'est juste une retranscription du réel, quoi. Enfin, c'est un concept qui fait appel à un phénomène qui existe, qui est observé, qui est étudié. Récemment, il y a eu la déclaration de Montréal qui parle de sentience et qui parle des implications morales en lien avec l'observation de la sentience chez de nombreuses espèces non humaines. Oui, donc signé par à peu près 500 chercheurs et chercheuses en philosophie morale et politique, hein, qui s'inscrivent dans des traditions philosophiques assez diverses, mais qui se sont mises d'accord pour dire que l'ensemble des pratiques qui supposent de traiter les animaux comme des choses ou des marchandises sont condamnables d'un point de vue moral, sont moralement indéfendables. Donc, c'est vrai que c'est quand même une étape importante, historique, quoi, pour les autres animaux, où à un moment donné, il y a cette exposition d'un relatif consensus sur le fait que nuire à des individus sentients, l'absence de nécessité, pose un problème éthique assez majeur. Je pense aussi à la déclaration de Cambridge qui date un peu plus, alors là on est parti un peu plus sur les incidences politiques, quoi, vu que la déclaration de Montréal elle part un peu sur il y a les animaux sont sentients, donc on en conclut quand même un certain devoir envers eux, mais pour rester plus aussi sur vraiment le côté plus factuel de la sentience, un peu comme disait Orlando, avant même qu'il y ait des implications morales, la sentience c'est on dirait un truc très descriptif. On pourrait très bien s'en moquer des animaux et admettre que oui, ils sont sentients par exemple. Oui, alors il faut voir que là, on parle de déclarations qui ont effectivement un rôle politique et qui ne sont pas des sources primaires, hein, à proprement parler sur l'étude de la sentience dans le champ scientifique. Ces déclarations, elles sont plutôt une retranscription de l'état de l'art en science. Et quand on parle de la déclaration de Cambridge sur la conscience, c'est ça en fait, c'est pas en soi une étude scientifique ou quoi, c'est une déclaration. Donc les neuroscientifiques concluaient. Par conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Je voulais rebondir sur ce que disait Florence sur le fait que la déclaration de Montréal, là, c'est une déclaration d'éthiciens et éthiciennes, de spécialistes de philosophie morale, et pas de spécialistes de la sentience au sens de scientifique qui l'étudieraient. C'est vrai, mais en fait, ce qu'il explique, c'est que la sentience, c'est un concept vraiment particulier, qui est à la fois un concept empirique, qui peut être étudié parce que c'est une certaine fonction de notre cerveau. Voilà, ça a une existence physique, en fait, la sentience. Mais c'est aussi, à la base, un concept normatif. C'est un concept qui s'est développé davantage en éthique par des philosophes qui voulaient défendre les droits des animaux et en fait donner un critère qui soit pertinent par rapport aux critères, par exemple, juste d'espèce, qui n'est pas pertinent pour savoir envers qui on a des devoirs. Et donc, c'est pas grave, en fait, que le concept soit à la fois normatif, éthique, et à la fois scientifique, empirique. En fait, la façon dont ça se passe, c'est les philosophes nous disent, par des arguments qui sont, eux, philosophiques et normatifs, bon, bah, c'est tel critère qui est important.
Et après, ils passent la balle aux scientifiques en disant, du coup, nous, on a besoin de savoir qui est sentient, qui a ce critère-là. Et là, c'est plus à nous, philosophes, de le dire, c'est à vous, scientifiques, de faire vos petites études, de faire vos expériences et de déterminer pour nous, au nom de l'importance qu'a ce critère, qui est sentient. Et là, ça devient une étude empirique de où est la sentience dans le monde, en fait. Mais c'est pas incompatible, en fait, que ce soit à la fois un concept normatif et un concept empirique. Oui, moi je vais parler d'un truc beaucoup plus trivial, mais il y a par exemple toute l'actualité qu'il y a eu autour de l'abolition de la corrida là, qui avait été proposée, où on a vu beaucoup de personnes s'exprimer pour défendre le maintien de la corrida. Et au final, ce débat il a beaucoup tourné autour de la souffrance finalement, avec énormément d'efforts de dénégation sur la sentience en fait des taureaux, en essayant de minimiser ce qu'ils peuvent vivre. Et en fait, au final, la sentience est centrale dans ce débat-là, même si à aucun moment elle est nommée, quoi. Mais si les gens s'opposent autant à la corrida, au final, c'est parce qu'il y a souffrance, et donc parce qu'en fait, c'est une matérialisation de la sentience, quoi. On va observer que c'est très compliqué. On dirait qu'il y a une espèce de refus comme ça d'une partie de la population de reconnaître que certains animaux sont sentients, du fait que si on commence à reconnaître qu'ils le sont, qu'effectivement ils sont capables de vivre des expériences négatives, au final il y aurait des implications morales directes, quoi. Donc c'est bien que dans le fond il y a quand même une adhésion à ces principes qu'ils essayent de refuser, quoi. Bon, là je m'avance un petit peu par rapport au plan, mais je trouve que au niveau du contexte, ce truc-là était assez parlant, quoi. Ouais, ce processus, on appelle ça la démentalisation, le fait de nier la vie mentale des animaux. Il y a pas mal d'études sur le sujet. En fait, si on résume tout ce panel d'études, quoi, en fait, le fait de manger de la viande ou de considérer les animaux comme des aliments, le fait de les utiliser, parce qu'il y a aussi des études même sur l'expérimentation animale, donc en fait, c'est même plus large que la viande, mais en fait, dès qu'il y a un contexte d'appropriation, ou même quand nous-mêmes on ne l'utilise pas, mais vraiment le fait de considérer que l'animal est comestible, et ça peut vite nous amener en fait à les déconsidérer moralement. Et après, pour rationaliser tout ça, il y a aussi donc cette démentalisation où on va nier leur vie mentale, parce que nier la vie mentale et donc la sentience des animaux, ça permet de plus facilement justifier le fait de les exploiter, quoi. Oui, je voudrais rebondir là-dessus. Effectivement, en fait, énoncer qu'un individu est capable de ressentir du plaisir ou de souffrir, c'est pas un énoncé qui s'inscrit dans aucun contexte, c'est pas un énoncé qui est neutre. Et il y a des implicites, en fait, quand on dit qu'une vache ou qu'un cochon peut souffrir, particulièrement des animaux qui sont exploités dans les élevages, par exemple, le fait même de le dire induit quelque chose. C'est un énoncé qui contient des implicites. Et je reviens sur une citation d'Estuarius que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps, qui écrivait en 2005 « La proposition « les animaux sont sentients » n'est que descriptive, elle n'est l'injonction de rien. Pourtant, le seul fait de sentir, comprendre, avoir présent à l'esprit que cette proposition est vraie, crée une incitation à changer de comportement envers les bêtes. Il est difficile de faire sciemment du mal à quelqu'un quand on n'a plus les moyens de se rendre sourd et aveugle à sa souffrance. » Fin de citation. Elle écrivait ça en 2005 et c'est aussi valable en miroir, c'est-à-dire que si le fait de dénoncer simplement les animaux sont sentients peut induire des comportements plus vertueux plus respectueux par rapport à ces animaux, il y a aussi l'inverse, c'est que le seul fait de dire les animaux sont sentients crée beaucoup de crispation dans les filières qui exploitent les autres animaux et pour lesquels cet énoncé est quelque part une mise en danger de leur activité. Donc, c'est un énoncé qui a tendance à créer beaucoup de colère, de crispation chez les éleveurs, chasseurs, circassiens, aficionados, etc. Donc, pour rebondir sur ce que disait Rolando à l'instant, dans le débat sur la corrida, il a beaucoup été question que les taureaux ne souffraient pas. Et généralement, on avait ce genre de discours quand c'était des toreros directement qui étaient interrogés dans ces débats qui étaient d'un niveau quand même assez affligeant. Ou le cas par exemple d'une vétérinaire qui est aussi éleveuse de taureaux et qui a pris la parole pour dire que les taureaux ne souffraient pas quand on leur enfonçait diverses armes blanches dans le dos, dans les poumons, etc. C'est quelque chose de très récurrent. Ça, on a aussi eu l'exemple du président de la Fédération de pêche de l'Hérault qui, il y a quelques années, avait explicitement dit que les poissons ne souffraient pas et que c'était certainement une théorie animaliste sans fondement scientifique. Donc, cette propension à nier la souffrance de populations infériorisées, c'est vraiment quelque chose de très récurrent. Et on finit par se poser des questions qui, si on prend un peu de recul, sont complètement absurdes. Du type, voilà, est-ce qu'un taureau, qui est un mammifère, un herbivore, souffre vraiment quand on lui enfonce une épée
dans l'échine, puis dans les poumons, et qui vomit son sang. On en est malheureusement encore là. Donc, cette question de la crispation autour de la reconnaissance de la sentience, elle est vraiment très présente dans le débat public et très importante, quoi. Je pense que il y a aussi des accusations d'anthropomorphisme qui vont dans cette ligne-là. D'ailleurs, récemment, j'ai lu un exemple sur justement la négation de la souffrance des taureaux qui accusait du coup les animalistes de faire de l'anthropomorphisme. Et c'est une critique qu'on entend souvent et qui est en fait pas vraiment fondée. Et notamment quand on parle de choses pour lesquelles on a des preuves solides, comme le fait que les taureaux ou d'autres animaux puissent ressentir de la souffrance, du plaisir, de la joie, ont des préférences, etc. Et du coup, cette accusation d'anthropomorphisme, pour moi, c'est une stratégie politique qui vise justement, comme disait Florence, à se rendre en fait aveugle à la souffrance d'autrui pour pas avoir à la prendre en compte et à changer potentiellement son comportement ou c'est même sa façon de considérer les autres animaux. C'est toute la question difficile, c'est de comment on mesure quelque chose en extérieur, donc d'un point de vue d'observateur ou d'observatrice, de quelque chose qui se passe à l'intérieur de façon subjective. C'est une question qui se pose pour les autres animaux, mais pour en fait plein d'autres entités, on va dire au sens très large. Et pour ça, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser nos propres ressentis, de croiser nos propres subjectivités en tant qu'humains qui pouvons communiquer les uns avec les autres pour pouvoir déterminer donc des critères ou des comportements qui pourraient être des indicateurs de la sentience. J'ai une étude, si vous voulez, que je pourrais mettre dans les sources qui s'appelle Indicateurs et critères de la conscience chez les animaux et les machines intelligentes, je crois, de mémoire, et qui met en avant du coup 6 critères. Alors, je pense pas que ce soit très utile que je les récite ici, mais il y a différents critères comme les comportements dirigés vers un but, des éléments physiologiques qui peuvent aussi être des indicateurs de la conscience. Et donc, les auteurs et autrices, dans cette méta-analyse, mettent en avant certains critères qui pourraient être des indicateurs de la conscience ou de la sentience. Ils utilisent les 2 termes et précisent justement que c'est tout le problème assez difficile. Et du coup, pour en revenir à l'anthropomorphisme, faire une forme d'anthropomorphisme où on parle de nous, c'est en fait la seule solution qu'on ait. Même en fait, quand on voit un autre humain qui se tient le genou et qui hurle par terre et qu'on comprend pas sa langue, on a beau ne pas pouvoir communiquer avec lui, on a quand même l'intuition qu'il souffre, alors qu'on ne sait pas s'il souffre et on ne sait même pas s'il a la capacité de souffrir. Et pourtant, on fait des inférences logiques, en fait. Et ça marche de la même manière en science, où on va juste faire des inférences logiques à partir de notre propre subjectivité. Il y a un article aussi de Richard Monvoisin et Timothée Galin qui s'appelle De la menace du biais d'anthropomorphisme dans nos rapports moraux en humain, je crois, qui est disponible sur Internet en libre accès, que je pourrais mettre aussi dans les sources, et qui parle de toute cette question des accusations à tort d'anthropomorphisme et finalement de la nécessité scientifique de partir de nos propres ressentis en tant qu'humains. C'est pas parce que dans la pratique c'est compliqué que dans l'intention c'est pas juste. Si effectivement on souffre, le fait de pas savoir si on souffre ou pas, ça importe assez peu pour l'individu lui-même, et pour le fait que dans l'idée, s'il souffre, alors il faudrait respecter ses intérêts, quoi, hein. C'est un petit peu comme si on se disait, il y a un immeuble, il est en train de brûler, à l'intérieur il y a des personnes, mais qu'on n'est pas capable de dire combien il y en a. Du coup, c'est pas très grave que l'immeuble brûle, quoi. Et du coup, oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de connaissances. Ça ne remet pas du tout en question le fait que le critère soit le bon. Au contraire, ce que ça nous dit, c'est ok, maintenant dans l'application, il va falloir qu'on trouve des moyens de savoir qui sont ces individus qui sont sentients, plutôt que d'aller chercher un autre critère qui, du coup, n'aurait aucun sens. Je pense que c'est important de noter que c'est pas propre aussi au rapport entre les humains et les autres animaux, et que c'est des processus qui ont aussi cours au sein des sociétés humaines de certains humains envers certains groupes humains infériorisés, où on a une tendance, par des processus de domination, à nier que certains individus souffrent vraiment, ou souffrent de la même façon, ou souffrent avec la même intensité, etc. Ce qui conduit à appliquer des traitements qui sont discriminants, arbitraires, injustes et du coup source de souffrance. Parce que la réelle capacité à souffrir est pas prise en compte, quoi. On sait même que la perception de la douleur d'autrui, des ressentis d'autrui, des qualia d'autrui, est très influencée par certains phénomènes sociaux. Elle est influencée par le genre aussi. On va estimer que les femmes sont plus
à la fois sont peut-être plus douillettes, hein, et à la fois c'est normal qu'elles souffrent davantage. On va estimer que les hommes sont plus forts, souffrent moins, etc. Enfin, ça induit des comportements qui eux-mêmes induisent des inégalités de prise en charge médicale. Ça a des conséquences, voilà, dans certains domaines. Donc c'est des phénomènes qui sont assez récurrents et qui sont dépendants aussi de phénomènes socio-culturels, politiques, etc., quoi. Pour continuer dans ce que disait Florence, on a aussi des données qui montrent que les personnes racisées, et notamment les femmes racisées, sont moins bien prises en charge lors de l'accouchement, en fait, et qu'elles ont plus de mortalité en couche. Et a priori, ce serait en partie lié à cette perception en fait qu'elles sont plus résistantes à la douleur. Et donc, il y a un processus qui fait que les médecins vont avoir moins tendance à leur porter assistance, à avoir des soins en fait adaptés tout simplement. Donc, ça a vraiment des conséquences concrètes de nier les capacités à souffrir d'autrui, quoi. Peut-être un dernier petit point pour dire finalement qui est sentient. Donc, a priori, pour l'instant, on a tous les mammifères, voire même tous les vertébrés. On a des mollusques aussi qui sont sentients, je pense notamment aux poulpes. On a un peu plus de doutes sur les insectes, mais on commence à avoir pas mal de données sur les abeilles notamment, qui iraient, dans le sens où il y aurait de la sentience. Et puis après, il y a la grande question épineuse de bivalves, par exemple les moules, les huîtres, etc. Pour le coup, c'est plus compliqué, déjà parce qu'elles sont très éloignées de nous, que ce soit physiologiquement ou comportementalement. Du coup, c'est compliqué d'avoir des critères qui permettraient de mesurer la sentience. Et puis, il y a aussi très peu c'est un sujet qui intéresse assez peu. Donc voilà, il y a cette question-là, mais on a des certitudes quand même pour déjà tous les vertébrés. À partir de là, on a commencé à parler de l'importance qu'a ce concept de sentience et des implications éthiques de cette importance-là. L'importance que ça, c'est que nécessairement, ça a des implications. À partir du moment où on est sentiente, du coup, on peut subir des conséquences et on peut subir notamment les conséquences de traitement, puisque il va forcément y avoir des expériences subjectives, positives ou négatives, hein, puisque c'est le principe de la sentience. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça va nécessairement générer des problèmes. Et là, je parle de manière purement descriptive à l'échelle des individus. C'est-à-dire qu'un individu qui souffre, c'est pas neutre pour cet individu-là, c'est problématique pour lui. Donc là, je suis pas en train de parler de morale, hein, je suis juste en train de dire qu'à partir du moment où on fait souffrir une entité, effectivement, elle cherchait pas à souffrir et elle va vivre ça comme un problème. Du coup, à partir du moment où on a ce critère-là, où il y a de la sentience, il va y avoir du coup des conséquences négatives, des problèmes, en tout cas quand il y a des expériences négatives, puisque les individus ne veulent pas souffrir. Du coup, derrière, on va pouvoir commencer à parler d'application morale en se demandant est-ce que effectivement c'est à prendre en compte dans la manière dont on va agir ensemble, les uns les unes par rapport aux autres. Ça connecte avec le respect des intérêts, le respect du consentement, le respect des autres en fait, et quel projet de société on veut voir. Du coup, rien que le fait que la sentience existe, ça va avoir des implications sur la manière dont on va gérer notre société, faire nos choix. Soit on la prend en compte, soit on la prend pas en compte, mais en tout cas, poser la question de la sentience, ça semble assez pertinent. Sélection de quels critères peut donner lieu à des intérêts qui doivent du coup être protégés, éventuellement par des droits, si on a tendance à parler dans ce langage-là, et sinon, si c'est des intérêts comme ne pas souffrir ou avoir des plaisirs, comment augmenter les plaisirs et réduire les souffrances. Et souvent, il faut voir que la sentience, ça vient comme une alternative à d'autres critères qui, eux, étaient tout pourris, étaient complètement arbitraires, notamment le critère d'être humain, en fait. C'est un critère qui a été défendu par des philosophes implicitement, mais aussi explicitement, de dire, oui, en fait, le cercle de considération morale, c'est-à-dire l'ensemble de tous les individus qu'on doit prendre en compte dans nos décisions, parce que ça les affecte, et du coup, envers qui on a des responsabilités morales, ce cercle-là serait réduit naturellement, intuitivement, seulement aux personnes de notre espèce. C'est un truc qui tient pas, c'est le spécisme, tout simplement. Et les philosophes, là, je pense qu'on est assez clair sur ce débat-là. Maintenant, il y a plutôt un consensus pour dire que le spécisme est pas vraiment justifiable. C'est-à-dire qu'en fait, l'espèce à laquelle on appartient, c'est pas un critère pertinent
pour juger envers qui on a des responsabilités. On n'a pas de raison rationnelle de ne prendre en compte que les humains et pas d'autres individus, d'autres espèces. Effectivement, donc là, comme l'a dit Victor, le critère, l'espèce, le suprémacisme humain, c'est quand même assez facile à déconstruire. Mais après, il y a d'autres critères qui ont été pris, même par des gens, on va dire, de bonne foi, notamment dans le mouvement écolo, avec dans tout l'éthique environnementale, où on va dire, le critère de l'humain, il n'est pas pertinent. Ça, c'est assez facile de démontrer. Et après, on va dire quels sont les autres critères. Et là, il y en a d'autres qui, du coup, dans les autres critères qui sont assez utilisés dans le mouvement écolo, notamment à la place de l'anthropocentrisme, on va dire faut défendre toute forme de vie. Donc ça, c'est le biocentrisme. Ou alors, il faut défendre la nature, les écosystèmes. Ça, c'est l'écocentrisme. En fait, ça, c'est peut-être un peu plus difficile à critiquer, mais le scientisme va aussi, du coup, s'opposer à ça en disant toute forme de vie, toute forme de vie, on ne peut pas nuire à des individus qui ne sont pas sentients. Donc même ce critère, non pas qu'on veut du mal à la bactérie, mais on ne peut pas lui faire du mal, justement. Et de même pour la planète, on ne peut pas nuire à la Terre. Ce n'est pas, il y a un peu des fois l'erreur dans ces autres critères d'attribuer des on va dire un potentiel de nuisance à des êtres qui en fait ne sont pas, vu qu'ils sont pas sentients, en fait ils peuvent pas ressentir, donc on ne peut pas leur faire de mal. Et donc il y a ce truc notamment quand on parle de la Terre comme je sais pas, la mère nature, ou je sais pas, il y a d'autres termes qui un peu anthropomorphisent la planète comme ça, et qui donnent l'impression qu'on fait du mal à la planète ou à la biodiversité, et voilà, c'est une erreur. Je pense que je vais m'en tenir là. Si c'était pas clair, dites-moi. Ouais, du coup, je vais paraphraser un peu, mais la sentience, c'est une réponse. Ça permet de répondre à la question de qui on doit prendre en compte les intérêts. La question simple et logique, c'est de dire de tous les individus qui ont des intérêts, et tous les individus qui ont des intérêts à défendre, c'est des individus sentients finalement. Il y a une citation que j'aime bien de David Olivier, je mettrai le texte en référence, qui dit très simplement: le seul critère qui justifie de prendre en compte les intérêts d'un être est qu'il ait des intérêts. Et je trouve que ça résume vraiment bien la position scientiste, de dire que en fait c'est juste une réponse simple et logique et évidente à la question de qui doit-on prendre en compte les intérêts. Pour rebondir là-dessus, oui, sur l'importance du critère de sentience, effectivement, moi je pense que c'est un concept qui est assez crucial pour orienter nos choix politiques, les choix de société, comme on le disait tout à l'heure et comme l'a dit Orlando notamment. Actuellement, on a quand même beaucoup de discours qui sont suprémacistes encore, des discours suprémacistes qui s'ignorent, y compris dans la bouche de personnes progressistes. Même le slogan en fait du Parti communiste actuellement, c'est l'humain d'abord. Et c'est un slogan suprémaciste, et ça pose question quand même que dans les milieux progressistes notamment, il y a encore cette survivance de concepts qui sont des concepts de discrimination sur des critères arbitraires. Sur ce sujet-là, j'invite d'ailleurs à écouter le dernier épisode de Comme un poisson dans l'eau. Alors Victor est intervenant aussi sur ce space, mais le dernier épisode avec Kautar Archi qui parle justement de ces questions, en résumant aussi la question avec cette phrase que moi j'aime beaucoup qui dit un être qui souffre est un être qui souffre. C'est-à-dire qu'au-delà des critères de discrimination arbitraire, comme peuvent l'être l'orientation sexuelle, l'origine supposée, la couleur de peau, la force physique, l'intelligence, etc., un être qui souffre est un être qui souffre. Donc effectivement, les effets des traitements, qui eux-mêmes vont dépendre de la considération morale qu'on accorde à un individu, sont dépendantes de cette capacité à ressentir les choses. Cette correspondance entre le critère de sentience et le traitement, il a été beaucoup développé par Orlando. Je ne sais pas si, Orlando, tu veux en parler sur ces aspects logiques, en fait. Avant de parler de l'importance du critère, il y a effectivement une dimension logique. Avant de parler de morale, avant de se poser la question de il faut ou non respecter les individus qui sont sentients, s'il faut la prendre en compte dans nos comportements, etc., il y a déjà est-ce que c'est pertinent de prendre ce critère en considération. Et donc là, nécessairement, oui, il y a effectivement une inférence logique qui relie la sentience au traitement, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. En gros, quand on fait quelque chose, ça va avoir des conséquences et sur la sentience des individus. Et l'espèce ne nous dit rien sur la manière dont on peut traiter les individus, quoi. Voilà, c'est vraiment juste sans rapport. D'ailleurs, quand on fait appel à ce critère-là, généralement, en fait, ce qui arrive, c'est autre chose. Valérie Giroux parle de spécisme pur et spécisme attributif. C'est ça, c'est qu'en fait, soit on discrimine sur le critère d'espèce en lui-même parce qu'on estime qu'il y a une supériorité intrinsèque des
humains ou d'ailleurs d'une autre espèce, hein, mais bon, en l'occurrence, c'est surtout l'humain qu'on a en exemple, et qui est institutionnalisé. Donc à côté, on a le spécisme attributif où là, on va prendre un autre critère que l'espèce au final, mais qu'on va fortement corréler. On va estimer que par exemple, c'est l'intelligence parce que les autres animaux sont moins intelligents. Genre par exemple, on va se dire que les vaches sont moins intelligentes que les êtres humains. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, c'est plus le critère d'espèce, c'est le critère d'intelligence. Sauf que quand on questionne ce critère d'intelligence et qu'on dit, OK, si tu discrimines donc sur l'intelligence, ça veut dire que les êtres humains qui sont moins intelligents peuvent être infériorisés également, peuvent être discriminés sur ce critère-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Généralement, les gens sont finalement pas d'accord. Donc, on retombe sur effectivement cette forme de spécisme où, au final, le critère d'intelligence était juste un prétexte pour faire valoir en fait le critère d'espèce, qui du coup n'est toujours pas logique, au même titre que le critère de genre, le critère d'orientation sexuelle, le critère de race, d'origine, de phénotype, etc. Justement, pour comprendre ce que vient de dire Orlando, il y a Monsieur Phi donc, qui a sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la question du spécisme et justement les justifications qui sont apportées à cette forme de discrimination. Et dans cette vidéo, il traite aussi du caractère soi-disant arbitraire de la sentience. Et il dit que justement, soit tout est arbitraire, hein, mais si tout n'est pas arbitraire, le critère de sentience est pertinent. Parce que si la considération morale d'un intérêt à X est conditionnée à la satisfaction d'un critère Y, alors il doit y avoir un rapport entre X et Y. C'est grosso modo ce que vient de dire Orlando sur cet aspect purement logique, où s'il n'y a pas de rapport entre la capacité à souffrir et le traitement qui est la considération morale qui est accordée à l'individu, alors le critère est arbitraire. Et ça, c'est un truc qui est assez peu développé dans les luttes animalistes, antispécistes, etc. Et pourtant, ça fait quand même très longtemps que cette rupture de lien logique, elle est énoncée. On a pu le retrouver dans les cahiers antispécistes à l'époque. Vous pouvez lire qu'on prétextait des différences réelles ou imaginaires entre les humains et les autres animaux, mais toujours des différences dépourvues de lien logique avec ce qu'elles sont censées justifier. Ça, on le retrouve aussi dans le livre L'antispécisme de la philosophe Valérie Giroux, que je recommande très chaudement à tout le monde. C'est une très bonne introduction à l'antispécisme. On termine avec un petit point sur ce qu'est ce qu'on appelle le sentientisme. En éthique, on parle de sentientisme pour dire que les personnes, que les individus qui comptent moralement sont les êtres sentients. Une autre façon de le dire, c'est que la sentience est un critère suffisant pour avoir un statut moral, c'est-à-dire pour que toutes les personnes qui ont des responsabilités morales aient des responsabilités morales envers nous, et peut-être aussi un critère nécessaire. Donc voilà, critère suffisant et nécessaire pour compter moralement. Mais on peut définir le sentientisme de façon un peu différente, d'un point de vue plus politique. Et je pense que c'est peut-être ce que vont faire les autres intervenantes et intervenants. Oui, du coup, là, moi, ce que je rajouterais par rapport à cette définition de base, mais qui en soi se suffit pour moi, genre ce que Victor a proposé, c'est ça, quoi. C'est que le sentientisme, l'idée sentientiste peut être un projet de société derrière, peut donner lieu en tout cas à un projet de société où on va se dire que, en tant que groupe, voilà, en tant que civilisation, en tant que société, on va se dire que on va tenter de respecter les intérêts des individus qui sont sentients. Du coup, ça mène aussi à une lutte qu'on pourrait se dire qu'il y a une lutte sentientiste qui vise à ce que justement on prenne en compte le critère de sentience. Parce qu'on a beaucoup parlé de cette question du lien logique qui existe entre la sentience, le traitement qui est infligé à un individu et la considération morale qui va déterminer en grande partie ce traitement. Mais juste pour préciser, parce que ça me semble être un point d'attention quand même important, c'est que malheureusement, il suffit pas de reconnaître que des individus sont sentients pour que leurs intérêts soient effectivement pris en compte dans les sociétés humaines qui vont elles-mêmes déterminer les lois qui vont conduire à certains traitements, etc. C'est-à-dire que ça a bien sûr son importance. C'est aussi pour ça que la campagne Sentience existe, a été lancée par le projet Méduse et que on estime qu'il est important de populariser ce terme-là. Mais malgré tout, il faut bien se rendre compte que ça ne suffira pas pour qu'on arrive à une société qui prenne en compte les intérêts des individus sentients. Parce que il y a quand même une connaissance largement répandue que
beaucoup d'autres animaux exploités dans les élevages ou dans diverses structures spécistes sont des individus capables de ressentir des expériences négatives et positives. Et malgré tout, ça ne conduit pas de manière systématique au respect de leurs intérêts. C'est aussi le cas au sein des populations humaines. On a conscience que des individus souffrent et ça ne suffit pas pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc, on part de très très loin avec les autres animaux parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette négation de leur capacité à souffrir, elle est quand même très présente. Elle est très mise en avant par certains intérêts privés, par certaines filières. Et il faut à la fois surmonter ça et ensuite surmonter l'obstacle que même en ayant cet acquis, la partie ne sera pas gagnée. Voilà, donc c'est juste pour préciser ça qu'en plus de la dénonciation de cette absence de lien logique entre l'espèce, le traitement, la considération morale, il va falloir aussi examiner les rapports de domination et les dénoncer pour arriver à une meilleure prise en compte des intérêts des individus sentients, quoi. Mais ça me semble intéressant de rajouter aussi que le terme de sentientisme, c'est un terme qui est, je veux dire, positif dans le sens où il précise quelque chose, il précise quels critères on prend en compte. Alors que par exemple, quand on a antiracisme, antisexisme, antispécisme, etc., le terme explique quels critères on ne prend pas en compte, donc l'espèce, la race sociale, le genre, etc. Mais le terme de sentientisme, il permet de mettre en avant quels critères on considère. De même que dire humanisme précise qu'on va considérer que les humains, ou le terme biocentrisme précise qu'on va considérer la vie, etc. etc. Voilà, ça me semblait juste pertinent de rajouter ça. Voilà, si vous n'en avez pas eu assez, je rappelle que vous pouvez aller écouter la version intégrale de cette table ronde sur la chaîne YouTube du projet Méduse. Et on a parlé de beaucoup plus d'aspects que j'ai complètement coupés au montage, notamment la question de la sentience des fœtus et le lien avec les réflexions en bioéthique autour de cette question, et aussi on a beaucoup parlé des liens avec l'écologie, et de beaucoup d'autres choses parce que le space a duré plus de 2 heures. Encore un grand merci au projet Méduse pour l'invitation et aux personnes qui ont organisé l'événement. Et moi je vous dis bisous.